Édouard, on se retrouve pour notre désormais hebdomadaire interview sur l'Ukraine. Il y a des bruits qui viennent d'Ukraine, de Russie surtout, puisqu'il y a eu un nouveau changement à la tête de l'état-major russe. Est-ce que tu partages l'avis des médias subventionnés que j'ai lus sur le sujet qui disent que c'est le signe d'une déroute à venir des Russes? Alors, on rappelle la situation. Il y a 3 mois, avait été nommé pour coordonner l'ensemble des opérations qui ont lieu sur le territoire ukrainien, le général Sourovikine. Il est toujours là. Ça, on n'a pas lu dans les médias. Il est toujours là, mais on a mis quelqu'un au-dessus de lui. On a mis quelqu'un au-dessus de lui qui est Gerasimov, qui est un proche de Vladimir Poutine, chef d'état-major des armées. Alors, j'entends qu'on puisse se demander, mais comment ça se fait, Sourovikine, seulement 3 mois, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a dû se retirer de Kherson? Est-ce que c'est à cause des quelques centaines de soldats russes qui ont été visés par un missile HIMARS parce qu'ils avaient branché leur téléphone portable lors de la soirée du réveillon, du 1er janvier? Bon. Très bien, c'est bien de demander ça. Mais je rappelle 2 choses. La première, c'est que nos médias subventionnés ont la mémoire courte, puisque au mois de mai dernier, ils avaient tous raconté que Gerasimov avait été blessé et était quasiment à l'article de la mort. Bon, visiblement, peut-être avait-il été blessé en allant sur le front. Les généraux russes vont beaucoup sur le front. Mais en tout cas, il est remis sur pied. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a même pas à titre d'hypothèse la question de savoir si nommer quelqu'un au-dessus de Sourovikine, ça n'est pas commencer à préparer une opération de plus grande envergure. Parce que c'est une des hypothèses. On voit une accumulation de troupes russes en Biélorussie. Et par ailleurs, on a une inquiétude, visiblement une nervosité de l'armée ukrainienne, du commandement de l'armée ukrainienne, qui a d'ailleurs envoyé des troupes vers la Biélorussie s'entraîner comme s'il y avait des informations inquiétantes. Et par ailleurs, on sait qu'hier, les Russes, l'armée russe, en tout cas le groupe Wagner, est entré à Soledar, qui est un des bastions qui verrouille le nœud de la bataille actuellement dans le Donbass, qui est Bakhmout, Artyomovsk. Donc on voit qu'il y a à la fois un enjeu local, c'est finir de contrôler le Donbass dans le cas des Russes et tâcher de continuer à le contrôler dans le cas des Ukrainiens. Et apparemment, les Ukrainiens ont subi de lourdes pertes. Et puis, il y a d'autre part la question qui est dans toutes les têtes de savoir si, d'ici quelques semaines, en profitant du gel du sol, la Russie lancerait une plus grande offensive pour essayer de terminer la guerre, peut-être autour de la fin février, un an après le début. Et donc, toi, tu crois à la possibilité d'une grande offensive pour battre l'Ukraine? Alors oui, j'y crois. Il y a 2 scénarios. Le premier, c'est celui qu'on vient de dire, qui est éventuellement une grande offensive qui, selon la bonne vieille méthode russe et soviétique de la prise en tenaille pour créer un chaudron, viserait à, en ayant pris Bakhmout et quelques autres points forts du Donbass comme Donetsk, les villes à l'ouest de Donetsk, viserait à refermer le chaudron et donc à terminer la guerre. En réalité, il faut se rendre compte des distances. Je le rappelle souvent, actuellement le front, si on veut une analogie française, le front, il est sur une distance qui irait à peu près du Havre à Marseille. C'est un front de plus de 1000 km. Pour avoir une idée, au mois de mars dernier, lorsque les Russes étaient dans la région de Soumy, étaient au nord de Kiev, il y avait un front de 2000 km. Donc il faut avoir ça en tête. Et on se rappelle aussi... Avec très peu d'hommes. Avec très peu d'hommes, voilà ce que j'allais dire. On se rappelle aussi que les Russes sont entrés avec 3 fois moins d'hommes que n'en avait l'armée ukrainienne. Alors, actuellement, ils ont équilibré le rapport de force et, vu les pertes ukrainiennes, il est sans doute même un peu en leur faveur. Mais un tel mouvement veut dire pouvoir contrôler les voies d'approvisionnement,
et en particulier les voies ferrées. Et ça, c'est une opération de très très grande envergure. Est-ce que donc il n'y a pas un deuxième scénario qui serait de continuer à grignoter du terrain, reprendre le terrain perdu au nord à Kharkov, au sud à Zaporožié, à Kherson, et continuer à préparer une grande opération, mais vu qu'il va y avoir un dégel à partir d'avril, ça serait à ce moment-là une opération l'été prochain. On voit bien qu'à ce moment-là, il y aurait des considérations politiques, et ça, personne n'en discute sérieusement parce que personne n'essaye de penser comme les dirigeants russes. On a décrété a priori qu'ils étaient incapables et qu'ils allaient perdre la guerre dans tous les cas, et donc personne ne se demande s'il y a une opportunité politique à saisir en lançant une opération peut-être risqué dans les prochaines semaines, ou bien en sécurisant à l'été. Et ça, voilà, à mon avis, ce qu'il faut se demander. Alors, ça pose la question de la capacité de résistance de l'armée ukrainienne. Et là, il y a deux choses à dire. D'abord, il y a une réelle capacité de résistance. Je pense d'ailleurs que tous les états-majors de l'Ouest européen et les gouvernements de l'Ouest européen qui sont derrière en disant allez-y, battez-vous, ils sous-estiment totalement le courage et l'endurance au combat d'un certain nombre de soldats ukrainiens qui sont dans des conditions de combat très difficiles, de vraie guerre. Hein. Je rappelle quand même que si la France se lançait dans une guerre de même dimension, on tiendrait 4 jours avec nos munitions et avec ce qu'on a comme matériel. Donc, il y a effectivement une vraie force combattante ukrainienne qui manque simplement cruellement de logistique, en particulier pour l'évacuation des blessés, et puis qui d'autre part est totalement dépendante des approvisionnements en matériel venus des États-Unis et des autres pays de l'OTAN. Et la grande question que l'on voit apparaître jusque dans le Financial Times ces jours-ci, c'est quels sont les stocks réels de l'OTAN? Est-ce qu'on sera capable de continuer à alimenter en munitions et en artillerie, sans parler des chars, hein, le débat actuel, l'armée ukrainienne de manière à ce qu'elle puisse faire durer la guerre. Voilà le débat, voilà je pense la manière la plus objective de le poser. C'est une guerre difficile sur le terrain, c'est pas Hollywood. C'est pas un jeu vidéo, c'est pas le blitzkrieg de notre mythologie post-Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre ingrate sur le terrain avec des effectifs pas énormes, mais où chaque kilomètre compte. Et on voit bien que actuellement, la difficulté pour les Russes, c'est de démanteler progressivement les lignes de tranchées qui avaient été établies par les Ukrainiens depuis 8 ans dans le Donbass. Peut-être que nos sociétés vont redécouvrir que la guerre, comme je le disais à l'instant, c'est pas un jeu vidéo. Et la guerre de tranchées. Est-ce que tu crois à une escalade possible avec l'OTAN, puisqu'on a régulièrement des avertissements russes en disant si vous franchissez telle ou telle ligne, on considérera qu'il y a un engagement direct de l'OTAN. Alors, comme nous l'avons dit lors du dernier entretien, il y a très certainement à Washington une lutte d'influence très dure entre les néoconservateurs et les jusqu'au-boutistes, et d'une part, et d'autre part, les réalistes qui se trouvent essentiellement au Pentagone. Au Pentagone, on sait que, en tout cas on constate, parce qu'on avait sans doute mal anticipé la capacité de résilience de l'armée russe, mais on constate que cette guerre est partie pour durer et qu'il vaudrait peut-être mieux négocier maintenant parce que au Pentagone, on sait très bien que les pertes ukrainiennes sont considérables et quelle que soit la querelle des chiffres, qu'elles sont supérieures aux pertes russes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, à partir de là, quel camp va l'emporter ? L'avantage des militaires, c'est qu'ils contrôlent les flux de livraison d'armes, ils sont capables de donner des avis d'experts et ils peuvent avoir éventuellement le renfort d'une partie de la nouvelle majorité de la Chambre des représentants aux États-Unis qui sont sceptiques sur le fait de continuer la guerre et qui ne savent pas où passe l'armement livré à l'Ukraine. Il semble que seulement 30% arrivent à destination. Il va y avoir une commission d'enquête serrée là-dessus. Bon, donc j'ai plutôt l'impression que les États-Unis sont dans l'expectative. Il n'empêche que on peut imaginer d'abord un accident
Après tout, c'est pas un missile russe qui était tombé en Pologne, mais il peut y avoir malgré tout un véritable accident. On peut imaginer, deuxième scénario, une escalade parce que il y aurait des provocations ukrainienne vis-à-vis de la Biélorussie, que la Biélorussie serait entraînée dans le conflit. Cependant, j'attire l'attention sur quelque chose qui n'a pas du tout été remarqué, et c'est, je pense, la plus grosse défaite stratégique jusqu'à maintenant de l'OTAN. C'est le fait que la Biélorussie et la Russie se sont réconciliées au point de recréer une alliance stratégique. On parle même d'union des États de ce point de vue-là, dans la presse russophone ou biélorusse. Donc on a quelque chose de tout à fait étonnant qui s'est passé, et ça c'est une grosse défaite quand on regarde la géographie, c'est que au lieu d'essayer de continuer à enfoncer un coin entre la Biélorussie et la Russie, et on sait que Loukachenko et Poutine ne s'entendaient pas bien il y a quelques années, la solidarité totale de l'OTAN avec l'Ukraine et sur l'idée on ne négociera pas parce qu'il faut regagner la Crimée, il faut regagner le Donbass, eh bien ça a solidarisé la Biélorussie et la Russie. Et donc pour moi, c'est plutôt un facteur d'équilibre en Europe qu'un facteur de déséquilibre. Mais ça peut se discuter, le risque d'escalade n'est pas à exclure. Alors on a vu un bateau russe lourdement armé passer le détroit du Pas-de-Calais. Et oui, donc si je ne me trompe pas, il s'agit de la frégate qui est chargée d'armes hypersoniques, oui. Qui a été effectivement envoyée de manière très démonstrative par les Russes il y a plus d'une semaine, et effectivement depuis Mourmansk, et qui va faire tout un parcours à travers l'océan Atlantique, l'océan Indien, la Méditerranée. Bon, il est peu probable que les Turcs la laisseront passer les détroits, et donc cette frégate n'arrivera pas jusqu'en mer Noire, mais l'important c'est le signal envoyé. Et j'y suis revenu la semaine dernière dans le Courrier des stratèges. Je crois que les Occidentaux ne comprennent pas ce qui est en train de se jouer autour de l'arme hypersonique. Alors, on a dit au début de la guerre, tu l'avais dit dans le premier article que tu as écrit sur la guerre, c'était « Attention, Chinois et Russes ont l'arme hypersonique », et c'était tout à fait prémonitoire. Mais ensuite, on a pensé que l'arme hypersonique, c'était surtout un atout nucléaire, c'est-à-dire en cas de guerre nucléaire, dissuader, ou de rivalité qui pouvait aller au stade nucléaire, dissuader les États-Unis de la part des Russes en leur disant « Nous, on touchera votre territoire en 10 minutes, vous, il vous faut 30 minutes ». Bon. À partir de là, on a eu quelque chose de très important, c'est que sur le sol ukrainien, les Russes ont testé, à ma connaissance, une bonne dizaine de missiles hypersoniques. Ils en ont envoyé une dizaine. Sans charge nucléaire. Sans charge nucléaire. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que des missiles hypersoniques à charge conventionnelle sont des missiles qui peuvent atteindre n'importe quelle capitale européenne en 2-3 minutes, qui peuvent atteindre les États-Unis en une dizaine de minutes. Et on a quelque chose de tout à fait considérable, c'est que les Russes, de ce point de vue-là, sont en avance sur les Chinois, et les Américains sont très en retard, même sur les Chinois. Et donc, les Russes ont inventé un stade avant le stade nucléaire, mais qui est déjà un stade de la dissuasion, de mon point de vue, parce que, objectivement, c'est ce que nous dit la fameuse frégate, c'est que si les missiles Zircon sont tirés pas loin des côtes américaines, en une dizaine de minutes, l'essentiel des centres de commandement et des centres de pouvoir américains peuvent être anéantis, et contre ça, actuellement, les Américains n'ont pas de parade. Donc je pense que le signe envoyé par la frégate qui fait un semi-tour du monde, c'est de dire aux pays de l'OTAN, soyez sérieux, regardez que objectivement nous avons une avance dans ces armements-là, et c'est pas la peine d'essayer l'escalade. On revient à la question du risque d'escalade. Est-ce que c'est compris? Pas du tout par nos médias, par nos politiques, je ne sais pas, j'en ai pas l'impression. Mais en revanche, je pense que le message est parfaitement reçu au Pentagone pour une raison très simple, c'est que pour des raisons non élucidées d'ailleurs,
sans doute une absence de priorisation dans les recherches. Pour l'instant, l'armée américaine n'a pas su lancer des missiles hypersoniques, même à titre de test. Et donc on a cette situation incroyable que, en une vingtaine d'années, l'armée russe et même l'armée chinoise se sont dotés d'armes que les Américains n'ont pas. C'est considérable pour l'équilibre géopolitique de la planète. Alors, dernier sujet, il y aurait des révélations sur l'implication de Pfizer dans les recherches bactériologiques en Ukraine. Est-ce que tu peux nous en dire 3 mots ? Alors, je pense que ça va être un article fouillé parce que qu'il faut lire. Donc, ça sera pour demain, une première approche, et puis après on va voir demain vendredi. Après ça on verra. Parce que c'est une déclaration russe, donc à vérifier, mais on sait que très tôt en Ukraine, lorsqu'ils sont entrés, c'était d'ailleurs une des grandes craintes des Américains, les Russes ont mis la main sur des documents prouvant qu'il y avait des recherches dans des laboratoires destinés à la guerre biologique. Il semble que les Russes examinent très sérieusement tous ces papiers, et parmi les acteurs qui étaient impliqués dans ces recherches menées en Ukraine, sous conduite américaine, on trouve de mémoire quelqu'un qui s'appelle Kenneth Myers, qui a eu des responsabilités chez Pfizer avant d'être impliqué dans ces programmes-là. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments sur le capitalisme de connivence américain, sur l'implication du complexe militaro-industriel, sur la frontière très floue, pour ne pas dire plus, entre le secteur civil et le secteur militaire. On peut imaginer que les Russes lâchent petit à petit des informations qu'ils ont. Il faudra bien entendu les vérifier très soigneusement pour autant qu'on le pourra. Heureusement, c'est le genre de choses où une majorité républicaine à la Chambre des représentants va trouver de quoi alimenter le débat politique, et de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer l'impact que ça va avoir sur la stabilité du gouvernement américain, de l'administration Biden. On sait que l'un des problèmes, les raisons pour lesquelles les médias américains ont étouffé l'affaire du disque dur de l'ordinateur de Hunter Biden, c'est qu'il y avait des tas de liens avec l'Ukraine, des liens d'affaires en particulier, pas seulement d'affaires, mais aussi des liens d'affaires. Et là, s'il était prouvé par ailleurs que des recherches sur des armes biologiques avaient été menées avec un réseautage qui implique le Pentagone, des agents de l'industrie pharmaceutique, et en toute connaissance pour le gouvernement américain, on va commencer à se demander si tous les complotistes de la Terre n'ont pas un tout petit peu raison quand ils disent que le capitalisme de connivence existe. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Très bien. Pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine.